Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour cette animation en visioconférence sur la certification Calliope pour laquelle le cabinet Aura interviendra. Je dis certification Calliope, pourtant l'enjeu d'aujourd'hui sera de prendre un pas de recul, de s'éloigner un temps du référentiel pour penser sa dynamique qualité. C'est cette dynamique qualité qui permettra à votre structure de se préparer au mieux à l'échéance de l'audit de surveillance. Cette visioconférence est donc plutôt à destination des opérateurs de formation qui ont obtenu la certification Calliope. Les principes et méthodes présentés peuvent néanmoins être appliqués par de nouveaux entrants ou des organismes qui souhaitent se faire certifier tout prochainement. L'objectif aujourd'hui est de vous amener à penser ou repenser votre démarche qualité afin de bien répondre aux enjeux et à l'organisation propre à votre structure. Et vous verrez que les indicateurs Calliope ressortiront tout naturellement. Nous vous apporterons aujourd'hui des pistes de travail, des exercices, grâce à deux méthodologies, des exercices à appliquer dans votre structure. Et nous répondrons à vos questions après chaque partie. Donc passez bien par le chat pour toutes vos questions. Je les poserai à l'oral à notre intervenant. Je me présente Virginie Audin, chargée de mission animation et professionnalisation, notamment sur le volet qualité et certif région. Le Carrefour Occitanie organise cette visioconférence avec l'appui donc d'un intervenant sélectionné lors de notre appel à proposition annuelle. Nous sommes un centre d'animation, de ressources et d'information ainsi qu'un observatoire régional dans le champ de la formation professionnelle et de l'emploi en région. Nous intervenons en appui des politiques emploi-formation de l'État, de la région, des partenaires sociaux, avec trois missions qui nous animent: observation, information, professionnalisation. Je vous invite fortement à consulter régulièrement le programme des animations proposées. Vous aurez accès aux liens cliquables, c'est-à-dire tous les textes soulignés, dans la version PDF de cette présentation. Ils ne sont pas accessibles directement pendant la visio. Vous pouvez néanmoins vous rendre directement sur notre site internet, hein. Alors justement, l'animation du jour s'inscrit dans un cycle d'animation en visioconférence qui court jusqu'en avril. Nous avons commencé avec une présentation du label Certif Région. Donc vous pouvez retrouver justement support et enregistrement directement sur la page Certif Région. Donc c'est un label qui va au-delà de Calliope, qui n'est pas obligatoire et qui est porté par la région Occitanie, qui est instance de labellisation. Le Carrefour F Occitanie est en support pour l'information et la candidature au label. Alors aujourd'hui, nous parlons de dynamique qualité, nous parlons audit de surveillance. En mars, on parlera de handicap, donc avec deux visioconférences, une handicap et Calliope le 22 mars et l'autre qui est articulée sur l'accessibilité des formations par la GFIP, avec l'intervention de la GFIP sur les différents dispositifs au 21 avril. Les deux vont de pair en quelque sorte. Nous parlerons aussi en mars de la veille. Voilà, hein, nous avons des outils de veille en interne, mais ce sera bien le sujet d'exploiter une veille au sein de votre organisme. Comme vous le voyez, en fait, deux animations vont être particulièrement articulées, donc celle d'aujourd'hui et celle du 26 avril sur le pilotage de la qualité et Certif Région. Nous aurons donc un focus sur le label Certif Région qui intègre un critère supplémentaire sur ce sujet. Viser le label n'est pas un prérequis pour cette animation du mois d'avril. Pour l'ensemble des animations, support et enregistrement sur les pages dédiées de notre site internet. Ça va être la page qualité, la page Calliope, la page Certif Région. Voilà, dans les jours qui suivent la visioconférence. Alors, je donne de suite la parole à notre intervenant Bruno Fernandez, consultant du cabinet Aura, qui interviendra aujourd'hui. Et je vous invite à poser toutes vos questions dans le chat. C'est à vous, Bruno. Je vous laisse partager. Bonjour messieurs, dames. Virginie, j'avais presque envie de vous demander de continuer parce que, bah, disons, ça commençait très bien et j'avais envie de j'avais dit: «Ben, elle va continuer, ça va être super». Je vais Oh, je je vous fais confiance. Allez-y. voilà, donc je vais vous présenter très rapidement, notre cabinet. Donc nous existons depuis une vingtaine d'années, nous sommes basés, à Narbonne. Nous n'intervenons que
Après ponctuellement, sur notre secteur, nous sommes bien souvent, en intervention en dehors de la région. J'espère que ça changera, dans les années qui viennent. Donc on a, je dirais, 4 domaines d'intervention, une équipe interdisciplinaire. Nous sommes aussi éditeurs d'une solution web, Elabora, qui traite de ces 4 domaines, donc du management, de la qualité de vie au travail, de la ressource humaine et de l'amélioration continue. Donc, un tout petit rappel sur, l'audit de surveillance. Pour une personne parmi vous, a posé la question à quel moment l'audit de surveillance, peut être imaginé. Donc là, vous avez les 2 réponses, hein, pour les OF, qui sont certifiés avant le 1er janvier 2021, pour les OF qui sont certifiés après le 1er janvier 2021. Donc l'audit de surveillance peut être planifié entre 14 et 28 mois pour ceux qui sont là avant le 1er janvier, et puis pour entre le 14 et le 22e mois pour les autres. Il porte en particulier sur, 2 choses essentielles, c'est de vérifier que le référentiel est bien appliqué et maîtrisé, d'accord? Et puis éventuellement, s'il y a eu des nouveautés, s'il est dites nouveautés, s'il y a eu des nouvelles formations, de nouvelles actions, que les nouveautés soient bien inscrites dans le respect du référentiel. Bien entendu, s'il y a des non-conformités qui ont été signalées, lors de l'audit initial, il sera vérifié qu'elles sont définitivement levées et maîtrisées. Heu, l'animation, je dirais que nous vous proposons va porter sur, 2 grands thèmes. Appréhender les modalités de l'enjeu de l'évaluation, il s'agit de vérifier quelle est la dynamique qui me convient le mieux. On va vous proposer 2 dynamiques. Une qui va être considérée à travers le fil directeur Calliope, mais sans entrer dans les détails des indicateurs, c'est ce que Virginie a évoqué tout à l'heure. Et puis une autre qui est, on va dire, un peu plus classique, mais aussi très, très accessible et très mobilisatrice, qui est l'approche par les processus. Par la suite, on va voir quels sont les intérêts et les impacts de s'inscrire dans une dynamique qualité sans forcément se fixer sur un référentiel quelconque, hein. C'est un peu la démarche que nous proposons à tous nos clients. Nous avons accompagné des clients pour l'ISO, la FNOR, l'évaluation interne-externe pour le milieu sanitaire, médico-social et pour Calliope. Donc le premier module, c'est se détacher du référentiel pour s'en rapprocher plus. Puis ensuite, on aura un deuxième module sur la démarche par les processus et puis la troisième, la convergence des indicateurs au service de l'amélioration continue. Donc il s'agira avant tout de mettre en évidence et en valeur la dynamique qualité, de ne pas, je dirais, de faire en sorte qu'il y ait une dynamique inclusive. La démarche qualité ne peut s'imaginer de façon inclusive. On a encore beaucoup de structures dans notre secteur d'activité ou d'autres qui, je dirais, désigne un référent qualité qui est souvent, bien malheureux. Je sais qu'il y en a parmi vous, j'ai reconnu certains d'entre vous qu'on a eu l'occasion d'accompagner et il y a, parmi vous quelqu'un que j'apprécie énormément qui était référent qualité et qui a su éviter d'être le tireur de charrette, qui a su impliquer son équipe et qui est arrivé, je dirais, à des résultats, exceptionnels, bien entendu. Il a obtenu sa certification. Donc là, l'intérêt, c'est de dire qui pilote la qualité. Qui pilote la qualité et dans une certaine quotidienneté. Donc l'approche qu'on va vous proposer là, c'est l'approche, je dirais, qu'on appelle par le fil directeur de la logique Calliope. Voilà. On considère le référentiel Calliope sans scanner absolument les indicateurs et on peut très bien le faire. Avant ça, je fais un tout petit rappel sur la démarche qualité et sur la dynamique qualité. Si on considère la dynamique qualité, elle répond à une logique très simple, c'est de dire quelle est, je dirais, la question que l'on va se poser ensemble? Voilà. Concrètement, quelle est la question qui nous concerne? Quel est l'objectif idéal? Quel est l'objectif souhaitable, conforme et atteignable qui doit être le nôtre? Donc à un moment donné, il nous faudra croiser les regards sur ce sujet et vérifier que l'ensemble des personnes qui se posent la question ont bien compris le sens de cet objectif-là. Bon, certains d'entre vous sont tout seuls, c'est facile de se poser la question à soi-même, il y a moins de contradictions, mais la dynamique s'impose. Pourquoi, c'est le pourquoi. Ensuite, il faudra avoir une vision de la réalité objective. Et quand je dis objective, c'est pour de vrai. Concrètement, si nous disons que nous nous engageons auprès de notre apprenant à tel et tel objectif, après, pour de vrai, est-ce qu'on y est? Donc ça, c'est vraiment la dynamique.
le questionnement qui va nous permettre de dire objectivement, est-ce qu'on valide ce que l'on a fait ou est-ce qu'on envisage d'améliorer les choses. À partir de là, vous avez une mesure des écarts. Il y a toujours un écart. Hein, à la perfection, nul n'est tenu. Il vous faudra mesurer l'importance de l'écart. Est-ce que l'écart, je dirais, nuit à la qualité finale ou est-ce que, je dirais, il est supportable et il faut qu'on ait un regard constant sur cet écart. Néanmoins, si l'écart vous contrarie, il faudra, je dirais, se mettre d'accord pour définir des axes de progrès et, je dirais, le faire dans une démarche participative et amélioration continue. J'ai toujours un petit peu la remarque suivante en disant si je ne considère pas l'objectif souhaitable, le référentiel en l'occurrence, ou l'engagement que nous avons pris, la réalité qui est la mienne va devenir l'idéal. Voilà. Donc je ne vois pas l'écart et donc je vais concentrer sur la réalité et la réalité va devenir l'idéal. Et donc il y a une petite remarque propre à notre cabinet. Quand je m'évalue moi-même avec moi-même par rapport à moi-même, je ne vois pas d'écart, je m'aime. Voilà. Donc le but, c'est d'éviter un peu ça et c'est d'engager, je dirais, cette dynamique. Donc ça, c'est le principe fondamental de la démarche amélioration continue, c'est quel est le propos, de quoi nous parlons, est-ce que nous avons un même regard sur la même question, est-ce que nous donnons le même sens, est-ce que nous mesurons les mêmes enjeux et à partir de là, pour de vrai, est-ce que nous sommes dans l'engagement et si oui, alléluia, sinon, qu'est-ce qu'on va mettre en place pour pouvoir progresser ensemble. Donc, pour conclure, la démarche amélioration continue, c'est un état d'esprit, une dynamique. Voilà. Je dis souvent, si vous avez envie de le faire et si vous vous préparez à le faire, le reste, c'est technique. Vous allez y arriver. Hein. Donc, l'important, c'est d'avoir cette approche inclusive, c'est de mobiliser, on le verra un petit peu plus tard, en fin de slide, c'est de mobiliser les personnes concernées par la question et de faire en sorte qu'elles soient traitées objectivement. Elle suscite des comportements professionnels plus libérés. Lorsque la dynamique qualité s'inscrit dans une dynamique amélioration continue, on s'aperçoit qu'il y a des changements, il y a du lien. Les problématiques ne sont plus des problématiques, mais des solutions à venir et qu'il y a des impacts non négligeables dans le management et dans la relation au travail. Elle est aussi censée développer un esprit créatif. Lorsque vous êtes, je dirais, dans une logique de dire dans l'idéal, nous devrions être où au regard de nos engagements ou de notre volonté de progresser. Dans la réalité, je dirais, où sommes-nous? Vous êtes forcément en lien avec les freins qui sont toujours subconscients, qui font qu'on n'évolue pas. Donc, la démarche qualité et la démarche amélioration conduite selon ce principe va vous permettre de mesurer effectivement des écarts, mais aussi de mettre le doigt sur les freins qui peuvent faire en sorte que subconsciemment, on ne progresse pas. Voilà. C'était important de faire ce préalable parce que le reste, c'est un petit peu plus technique. Lorsqu'on est dans une démarche qualité, euh, on a eu des perceptions de la qualité depuis quelques années différentes. On est la première démarche qualité où, c'est pas une critique, mais Datadoc, par exemple, était une démarche qui nous demandait d'apporter des éléments de preuve. Donc, on fournissait de la documentation, Datadoc d'ailleurs, ça s'appelait comme ça, et de là, ces documents reflétaient ce que nous avions décidé de faire à une époque, que ce soit tout à fait exact ou pas, ça, là n'est pas le propos, mais on nous demandait de faire preuve de l'existence de ressources. La démarche Calliope et la démarche Certif Région est plus exigeante. Autrement dit, c'est bon, ok, vous avez décidé de faire, mais pour de vrai, comment vous le faites vivre? Comment vous le faites vivre? Donc il faut se méfier. Je dirais, nous avons accompagné des organismes qui avaient écrit beaucoup de procédures. Elles ont le mérite d'exister, mais il faut savoir que les auditeurs qualité ne regardent pratiquement plus les procédures. Hein, ne regarde plus les procédures, mais regarde les effets de ce que vous avez décidé de faire. Donc, on le verra tout à l'heure. Et en effet, qu'est-ce que j'en retire? Parce que si je fais quelque chose et si je le mets en œuvre, il faut que j'en retire quelque chose. Quel est l'objectif pour moi, pour mon organisme, et quel est l'objectif aussi pour mon apprenant? Donc, on va travailler sur ça, voilà, concrètement. Je peux déclarer, rédiger des protocoles, je peux démontrer qu'il y a des formulaires de suivi des événements, il peut y avoir des documents qualité, etc. Vous êtes sûrement pourvus pour la plupart d'entre vous en la matière.
la démarche qui suit, c'est de dire comment je démontre que ceci vit? Comment je déploie mes ressources ici présentes sur le terrain pour qu'elles puissent être actives et qu'elles puissent nous permettre à nous d'exercer notre vigilance sur la qualité, notre correction a posteriori si nous constatons qu'il y a des choses qui ne vont pas, ou je dirais a priori si nous apercevons que nous dévions de ce pourquoi nous nous étions engagés. Voilà. Concrètement, c'est ce qu'on appelle les audits de pratique. Et en fait, quels sont les impacts et les effets? Si à un moment donné, vous avez quelque chose qui a été décidé en matière de qualité et que ne vous apporte aucune lecture en termes d'effet ou d'impact, c'est que ce n'est pas forcément utile. Donc là, il y a une petite phrase qui nous est chère. Toute approche et toute décision qualité doit être utile, agile, facile. Si elle n'est pas utile, ne vous embêtez pas, supprimez-la. Donc là, on est vraiment sur l'approche globale qualité, quel que soit le référentiel. Voilà. Vous faites de l'ISO, il faudra vous interroger là-dessus, vous faites AFNOR, vous faites Certif Région, Calliope. À un moment donné, on peut avoir une vision globale de ça et c'est l'objectif de la qualité. Si je le ramène, je dirais, à la dynamique qualité, je dirais, il faut considérer le référentiel qualité d'une autre façon. Comme je vous le disais, il faut se détacher du référentiel pour mieux s'en rapprocher. Donc, lorsqu'on considère le référentiel qualité selon les 6 critères, on s'aperçoit qu'il y a une logique. Hein. J'informe, je prépare ma pédagogie, j'accueille, je positionne, j'organise ma formation, je dispense ma formation, j'en mesure les effets, j'accompagne sur le terrain, je m'ouvre à mon environnement, surtout lorsque cela est nécessaire pour mes apprenants, pour peu que je fasse de l'accueil, enfin de l'appui en entreprise ou d'insertion, et enfin je mesure l'efficacité de tout ce que j'ai envisagé préalablement. Donc le référentiel Calliope est très logique. Il est très logique et on va considérer la démarche qualité sous ce référentiel. Hein. Il propose des indicateurs qui ne sont pas toujours des indicateurs. Si vous considérez les indicateurs de Calliope, dans certains cas, on vous demandera des éléments de preuve, dans la grande majorité des cas. D'accord? En revanche, dans le critère 7, il va exiger que nous ayons une mesure de l'ensemble des dispositions que nous avons prises pour gérer la qualité. Donc, lorsqu'on considère les indicateurs du critère 1 au critère 6, on est parfois un peu désemparé en disant mais ce n'est pas un indicateur, en fait, il faut que je produise de la ressource, de la documentation, oui, mais ne pas oublier que, in fine, dans le critère 7, on vous demande de démontrer que vous avez une mesure des effets et des impacts de tout ce que vous avez envisagé préalablement. Puis les questions sont légitimes. Donc si les questions de départ sont légitimes, elles sont la genèse de tout ce qui va s'en suivre. Donc bien considéré comme matière d'animation de la qualité, on oublie dans un premier temps le référentiel, pardon, et on va déterminer quelles sont les questions essentielles, je dirais, que nous allons nous poser. Par exemple, sommes-nous bien accueillants? Voilà. Je peux très bien, à un moment donné, dire, est-ce que nous sommes bien accueillants? Est-ce que nous sommes persévérants dans la démarche qualité qui est la nôtre? Est-ce que lorsque nous décidons un plan d'action ou une orientation pour s'améliorer, elle est connue de tous, partagée par tous, menée par tous et maîtrisée par tous? Ça, ce sont des grandes questions que nous allons pouvoir nous poser et nous pouvons nous les poser à partir des registres Calliope. Voilà. Donc là, vous ne découvrez rien. Ce que je vous propose, c'est de rester concentré sur globalement ces critères et d'aller retirer de chaque critère les questions légitimes qu'il sous-tend. Donc, nous ne l'avons pas fait pour les... Vous aurez bien entendu dans le support final des suggestions pour l'ensemble des critères, les 7 critères, d'accord? Mais nous allons là nous exercer sur les 2 premiers critères, essentiellement. Voilà, donc je vous l'ai dit, c'est pas et en plus, juste pour préciser, les questions que nous vous proposons sont non exhaustives. Vous pouvez, d'ailleurs je vous le recommande, vous les approprier pour mieux les partager, au sein de votre organisme. Voilà, concrètement, le critère 1, quelles sont les questions qu'il suggère? Bah, il vous demande tout simplement de vous poser la question: «Est-ce que ma communication est exhaustive, efficiente et conforme?» Voilà. Alors comment dire ça? Je peux très bien, croiser les regards avec mon équipe en disant: «Est-ce que notre apprenant a toutes les informations qui lui sont indispensables pour comprendre les objectifs de mon offre?»
les objectifs poursuivis pour lui, les effets qu'il peut en retirer en termes d'emploi et de compétences, les prérequis d'admission, les modalités de formation et les tarifs. Si vous considérez la question sous cet angle-là, vous verrez qu'il n'y a absolument rien de légitime. Et lorsque j'ai présenté récemment la chose là-dessus, quelqu'un m'a dit c'est quand même un peu ambitieux. Je dis bah, écoutez, je vous propose d'aller assurer de supprimer ce qui vous semble non légitime. Bien entendu, la personne a continué sans rien supprimer. De fait, je dirais, est-ce que l'apprenant peut mesurer la performance de notre organisme en consultant les résultats probants de la déformation dispensée? Nous sommes dans un secteur d'activité où, malheureusement, il peut y arriver que des personnes affichent, je dirais, une ambition de formation qui ne se traduit pas dans la réalité. Et il y a des personnes qui sont parfois déçues de ce qui leur est proposé. Désormais, nous devons objectivement démontrer que nous sommes, je dirais, conscients des résultats qui découlent de nos formations et que nous les proposons en lecture à nos apprenants. Puis plus techniquement, puisque certains de nos clients se sont fait un peu retoquer là-dessus, est-ce qu'elle est accessible et actualisée? Voilà, concrètement, si mon information si je ne démontre pas que je remets effectivement une information actualisée à un moment donné, je peux être retoqué. Donc certains ont dit: «Il faut un site absolument», d'autres non. On ne va pas parler de ça, dans le détail, mais l'important c'est de démontrer qu'à un moment donné, toute l'information que j'ai citée préalablement, elle parvient de façon objective et efficace à l'apprenant et qu'il est en mesure, je dirais, de l'appréhender sans être déçu. Si je regarde le critère 1 et vous aurez pour l'ensemble des 7 critères ça, qu'est-ce que je peux déclarer faire? J'ai une veille informative, et je m'implique dans l'environnement professionnel. Certains me disent: «Oui, mais c'est plus dans le critère 6». Mais ça commence dans le critère 1. Je vais informer. Vers quelle cible? Comment je fais valoir mon offre et dans Mmh. quel but? Voilà, donc on est sur ces aspects-là. Je vais communiquer sur l'ensemble des éléments qui prédéterminent ma formation. Je vais déterminer des choix, des contenus, des supports en fonction des objectifs, en fonction des cibles. Donc là, on est vraiment dans ce qui va motiver mon information. Souvent, nous disons aux personnes que nous accompagnons que l'ingénierie pédagogique, donc le critère 2, est la genèse de tout ce qui va suivre. Mon scénario pédagogique va donner naissance à ma communication sur le programme, va donner naissance à mes supports, va donner naissance à mes annexes pédagogiques et va donner naissance, je dirais, aux modalités d'évaluation des acquis. Donc forcément, lorsque je suis dans le critère 1, il se situe avant le 2, mais il est alimenté par le 2. Donc à un moment donné, je dois retrouver dans la façon de communiquer sur mon offre quelques éléments de ce type. Ce que j'en fais, là, vous êtes sur les questions qui vont se poser. Quelles sont les questions qu'on va se poser sur, on le verra dans le déroulement. L'avantage d'une démarche qualité animée, d'une dynamique qualité animée, c'est que je peux me poser les questions, je dirais, dans un ordre différent. Je peux me poser la question lundi: est-ce que, je dirais, notre relation avec notre tissu professionnel nous permet de mettre en situation professionnelle nos apprenants pour peu que ça soit prévu? Et puis je peux me reposer la question le lundi suivant, est-ce que nous sommes toujours aussi vigilants et performants sur notre communication? Donc en revanche, on va se poser, on va préparer des questions éventuellement, on va se poser ensemble, toujours, hein, croiser les regards dynamiques sur ce dispositif. Voilà. Vous verrez ici les dispositifs possibles. Je ne vais pas trop m'étaler puisqu'on y reviendra tout à l'heure, mais voici les questions essentielles que l'on va se poser au fur et à mesure que la qualité va vivre au quotidien. Et concrètement, qu'est-ce que j'en retire, hein? Je maîtrise le processus de mon information. Je peux avoir un impact très concret sur le développement de l'activité si je soigne ma communication et si je m'interroge sur les modalités les plus optimales de diffusion, je vais avoir l'impact, je dirais, forcément indirect ou direct sur mon développement. Donc on ne le fait pas que pour satisfaire l'apprenant, c'est un minimum, on le fait aussi pour nous. D'accord? Et puis, je dirais, je vais aussi avoir un usager qui va se déclarer satisfait sur l'accessibilité et la pertinence de ma formation.
Donc on a bien vu que je peux traiter un critère sur une question globale et légitime, un certain nombre de questions, et je peux à un moment donné, entre guillemets, structurer ma démarche a priori qualité ainsi. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de sûrement de vous dire: «Mais ça, je le fais». Beh, c'est exactement le principe, hein. Toute la démarche qu'on va partager aujourd'hui, c'est de vous permettre, je dirais, de mettre le doigt sur ce que vous avez déjà mis en place et qui se révèle efficace dans votre réalité. Éventuellement, de vous faire apparaître ce que vous avez mis en place, mais qui ne vit pas suffisamment de façon efficace pour vous apporter des éléments probants, déjà, et puis éventuellement d'envisager des solutions nouvelles. On le verra tout à l'heure en fin de ce module. On va aller un peu plus vite pour le critère 2, mais j'aime beaucoup le critère 2. Le critère 2, j'appelle ça le pack pédagogique. Autrement dit, je fais une offre, mais qu'est-ce qui motive mon offre? Nous-mêmes, nous avons été, certifiés, sinon je ne serais pas avec vous en face. Nous sommes certifiés Certif-Région depuis plusieurs années et notre auditeur nous a dit: «Mais pourquoi vous avez choisi ces thèmes?» Voilà. Donc, heureusement qu'ils sont ancrés en nous et qu'on leur donne du sens, mais c'est une question que j'attendais pas. Il m'a fallu, c'est vrai que c'est une bonne question. Voilà. C'est vrai que c'est une bonne question. Donc nous avons dû lui expliquer pourquoi les thématiques qui sont les nôtres, que vous avez découvertes tout à l'heure, ont fait l'objet de notre choix. Voilà, donc là, à un moment donné, votre offre, elle peut être motivée par l'analyse des besoins en emploi du territoire, par des pratiques professionnelles, hein, management, qualité, sécurité, finance, par des approches métiers, il y a des gens qui raisonnent en métier, par des réponses à des appels d'offres, hein, il peut y avoir une réponse à un appel d'offres, et puis aussi des motivations de culture générale et toute autre motivation. Donc ça, c'est à un moment donné, ça permet de démontrer que nous avons un regard précis sur les besoins, hein, macro ou micro, hein, du territoire jusqu'à l'individu en entreprise ou en situation professionnelle. Et ensuite, est-ce que l'ingénierie pédagogique, hein, qui, je dirais, est censée répondre aux besoins que nous avons identifiés, est-elle bien, est-ce que nous avons notre pack pédagogique? Donc là, à ce moment-là, beaucoup de gens mélange le 2 et le 3. Le 2, c'est l'ingénierie au sens propre du terme. Est-ce que nous avons bien structuré notre démarche? Est-ce que nous sommes prêts à y aller? Et nous ne sommes pas encore, je dirais, au déploiement de ça. Donc, la réflexion est un peu plus ambitieuse à ce niveau-là. Ensuite, vous aurez la même démarche, hein. Qu'est-ce que je vais, je dirais, déclarer faire? Qu'est-ce que je peux faire pour mettre ça en place? Quelles sont les questions que je vais poser? Est-ce que ma conception, ma modélisation pédagogique, je dirais, apporte, je dirais, des effets, la pertinence des contenus, des ressources associées, la modalité de l'appropriation et la mise en pratique par les apprenants, la modalité pour un apprentissage individualisé, et puis on peut aller un petit peu plus loin, charge à vous de rajouter, nous on y ajoute, je dirais, l'appropriation des contenus par les formateurs. Il y a un temps pour imaginer notre ambition et notre projet pédagogique, et puis il y a un deuxième temps pour faire en sorte que les formateurs puissent se l'approprier aisément et en être les relais les plus fiables possibles. Voilà. Et puis bien entendu, qu'est-ce que j'en retire, hein? Donc à un moment donné, si je veux m'interroger sur la pertinence de notre projet pédagogique, heu, on n'a jamais obtenu dès le premier coup le meilleur projet pédagogique. Il évolue constamment, du moins ça a été mon cas et ça sera encore mon cas. Donc si à un moment donné, je n'ai pas les résultats probants à l'issue, au regard de la satisfaction des apprenants ou d'autres critères, ce n'est pas dramatique, il faut simplement que je sois en mesure de réitérer ma démarche et d'améliorer ma démarche. Donc en matière pédagogique, les critères que vous pourrez apprécier ne sont pas forcément et que des critères de performance, mais aussi des indicateurs sur la nécessité ou pas de revisiter votre scénario pédagogique. Voilà. Donc, nous allons vous proposer les questionnements généraux sur les grands critères. Vous aurez aussi des propositions, je dis bien ce sont des propositions sur les ressources que vous pouvez faire valoir en termes de décision, les questions que vous allez pouvoir vous poser à un moment donné
dans un process, on a le temps, hein, on a 18 mois après une certification pour se reposer les questions et puis, vérifier que, les questions et les dispositifs que vous avez mis en place vous permettent d'avoir une appréciation sur les effets et les impacts. Ce qui est important, c'est pas tellement ce que j'ai décidé de faire, c'est la façon dont j'ai décidé de le faire vivre pour qu'il puisse être pérenne, qu'il soit aux mains des personnes qui sont concernées, que ce soit elles qui le pilotent dans une certaine quotidienneté et sans contrainte. Si je mets en place quelque chose qui est contrariant, qui est coercitif, c'est que j'ai pas mis la bonne chose en place. Il faut vraiment, vraiment, vraiment vérifier que les dispositifs que j'ai mis en place sont connus de tous et acceptés par tous et sont agiles et faciles. Sinon, je vais me tirer une balle dans le pied et je vais déclarer quelque chose que je ne ferai pas. Ou je vais devoir être descendant, exiger et à ce moment-là, on n'aura pas, je dirais, la dimension inclusive que nous recherchons au départ. Voilà, souvent j'ai des organismes qui me disent: «Oui, mais ça on l'a fait, mais les formateurs ils veulent pas le faire». Alors moi ça me pose question, ça les contrarie, on leur demande trop, alors déjà trop c'est trop, qu'est-ce qu'il y a en trop? Qu'est-ce qui est le juste trop? Et cetera. Donc à un moment donné, lorsque vous allez décider des dispositifs qu'on va évoquer de mesure de la performance, parce qu'il s'agit de ça, ou de mesure de la satisfaction. À ce moment-là, il faut vraiment, vraiment en défendre le sens auprès de vos formateurs ou autres acteurs au sein de l'organisme, ou vous-même, hein, je dirais si vous êtes tout seul. Hein, et à partir de là, dès lors que le sens est partagé, on travaille sur l'agilité. On n'est pas obligé d'être absolument parfait. On travaille sur l'agilité et je dirais sur le dispositif le plus simple pour nous apporter l'information que nous attendons ici. Voilà, on vous laissera découvrir les critères 4, 5 et 6. Je m'arrêterai quand même sur le 7. Le 7, ben, nous l'avons évoqué dès le début de ce module. Autrement dit, quels sont les dispositifs, quelles sont les questions que nous allons nous poser, quelles sont les dynamiques que nous allons mettre en place, quelles sont les vigilances que nous allons adopter pour vérifier que tout ce que nous avons imaginé en amont apporte l'effet attendu pour notre apprenant et les impacts pour l'organisme de formation. Donc, je dirais, vous le verrez, que quand vous êtes dans une démarche inclusive, donc forcément participative et structurer, mais juste ce qu'il faut pour avoir une vision des effets de la formation ou des effets de vos décisions en matière de formation, vous êtes dans la démarche critère 7 obligatoirement et en général le travail est fait. Donc, certains d'entre vous ont été accompagnés par notre organisme, ils sont présents et c'est ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont découvert eux-mêmes. Voilà, donc éventuellement, je vous propose de faire un petit break sur ce premier module et je si vous avez des questions, je suis, attentif à celles-ci. Alors oui, il y a quelques questions. J'ai l'impression que la philosophie générale, hein, de la 1re méthode est plutôt claire, hein, parce qu'on a surtout des questions assez précises. Donc on va Oui? voir jusqu'où vous pouvez aller, pour répondre, hein, parce que, alors c'était par rapport au critère 1, hein, les tarifs de la formation doivent être obligatoirement disponibles sur le site internet ou peuvent-ils être disponibles sur demande? Non, ils ne doivent pas être obligatoirement, je dirais, disponibles sur internet, on l'a défendu à plusieurs reprises parce que le problème avec, je dirais, les auditeurs qualité, c'est que, certains personnalisent les exigences. C'est l'apprenant, le bénéficiaire qui doit être destinataire du tarif. Donc vous pouvez très bien, ne pas indiquer les tarifs, nous on ne les indique pas, hein, sur votre site et par contre vous devez démontrer qu'au moment où vous répondez à la demande du formateur à ce sujet-là, votre réponse est claire, elle est homogène, claire, éthique et homogène. Ah, je l'ai déjà dit, excusez-moi. Alors une autre, question précise, qu'avons-nous le droit de communiquer sur les réseaux sociaux? Alors vous parlez de l'offre de formation? Je pense Si que c'est c'est ça lié là, hein? au Ah ouais. oui, non, bon, si c'est dans ce registre-là, ben, tout ce qui traite de l'information qui vous est d'ailleurs, proposée est obligé. Donc vous pouvez je dirais sur vos réseaux sociaux, heu, vous pouvez communiquer, votre offre telle qu'elle est, je dirais, conçue, au sein de l'organisme. La seule chose à laquelle il faut veiller et il faut être extrêmement attentif, certains l'ont oublié,
C'est que si vous avez une offre qui est structurée sur votre site internet et que vous la relayez sur les réseaux sociaux, elle doit être parfaitement homogène, identique. Certains se sont fait retoquer. Donc vous OK. pouvez, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de la publicité abusive. Malheureusement, il faut dire que dans notre secteur, Dieu merci, il y en a pas beaucoup, mais il y a des personnes, qui ont une publicité, intense et abusive et qui s'éloignent un peu des objectifs, du service rendu à l'apprenant. Alors, une autre question, même 2 questions sur, le taux de satisfaction ou les indicateurs de résultats. Alors, l'affichage du taux de satisfaction des stagiaires de l'année N-1 suffit ou faut-il remonter sur plusieurs années? Et couplé à ça, les indicateurs de résultats doivent être accessibles directement sur notre site ou peuvent-ils être communiqués sur demande? Alors, pour ma part, je pense que, les résultats, après on verra si vous faites un consolidé, sur plusieurs années ou sur une année en question. Pour ma part, je pense qu'ils doivent être affichés sur le site. À partir du moment où je présente mon programme, je dois être clair sur, je dirais, les résultats obtenus. Si, certains décident de ne le faire qu'au moment où la l'offre tarifée et complète est faite, je pense que certains auditeurs le verraient d'un mauvais œil. Mon offre, elle doit être, vous l'avez vu, hein, elle doit être exhaustive, conforme par rapport aux exigences et elle doit être aussi éthique. On a souvent oublié cet aspect-là. Donc Voilà. exhaustive, je dois évoquer, voilà et pardon, oui. Après les questions précises, là, on nous fait part, alors j'ai les bonnes pratiques, mais des difficultés à les transformer en documents administratifs. Où trouver des ressources langagières, des modèles de documents? Alors quelqu'un du chat, l'invite justement à se tourner vers son réseau ou vers des partenaires formateurs pour avoir des modèles. Alors, pour moi, le sens donné aux bonnes pratiques est précis. Qu'appelez-vous bonnes pratiques? Mais, vous pouvez me répondre. Si votre question consiste à dire: «Est-ce qu'il existe des modèles sur, des protocoles?» Ne perdez pas énormément de temps à écrire des procédures et des protocoles, hein. Faites juste le nécessaire. Faites juste le nécessaire. Mais si c'est ça ou des exemples d'outils de recueil de la satisfaction, des outils d'audit de bonnes pratiques et autres, à ce moment-là, je dirais, il n'y a pas d'école, en tant que telle. Je pense que la meilleure façon de créer, d'utiliser les outils, c'est de faire ces outils, comme, je vous l'ai dit, utiles, agiles, faciles et ce qui est compliqué, c'est de faire simple. Concrètement, nous allons décider de nous poser la question: «Est-ce que nous sommes aussi performants en matière d'accueil que nous l'avons décidé ou que nous l'avons promis?» On verra plus loin, cette question-là. À partir de là, vous pouvez vous dire comment nous allons nous poser la question et par quel élément nous allons pouvoir nous dire que nous y sommes ou nous devons progresser. Oui, alors c'était justement sur les protocoles et je pense que l'exercice justement du travail des protocoles en lui-même, trouver le Voilà, protocole le plus simple, enfin l'expression voilà. la plus Oui, simple. la plus simple, un protocole s'impose lorsqu'il peut y avoir confusion sur la manière de faire sur un sujet précis. Et si à un moment donné, par exemple, la gestion d'un dossier apprenant, si à un moment donné, nous disons: «Nous devons gérer un dossier apprenant», mais que nous sommes 10 et que nous allons avoir 10 façons de voir la chose, un protocole s'impose. Voilà, hein, une petite fiche technique de manière à ce qu'il y ait une pratique homogène. N'écrivez pas des choses inutiles. Lorsqu'il n'y a pas de risque de pratique non homogène, ne vous embêtez pas, gagnez du temps. Une procédure est une approche globale de l'organisation. À partir de quel moment nous allons, accompagner l'apprenant et jusqu'à où nous allons mener. On est vraiment sur des grandes phases d'organisation. On n'a pas besoin, de faire, une procédure qui fait plus d'une page et demie, c'est une mauvaise procédure. Alors on va prendre, 2 questions, de la même personne. Donc, vous parlez des formateurs qui ne veulent pas appliquer les process pour répondre aux critères Qualiopi. Mais Oui, quid des sous-traitants qui signent une charte d'engagement détaillée mais ne respectent pas leurs engagements? Cela risque-t-il de poser problème au moment de l'audit de surveillance? bien sûr. Alors la première méthode, c'est on les abat pour pas qu'ils souffrent, mais ça j'ai pas le droit de le dire, donc je l'efface. Donc la deuxième méthode, c'est vous devez démontrer que vous maîtrisez.
lorsque vous avez décidé de sous-traiter, dans les faits, vous devez être, entre guillemets, «propriétaire de l'ingénierie pédagogique». C'est vous qui déterminez les scénarios pédagogiques puisque vous vous engagez vis-à-vis de vos cibles, entreprises, apprenants et financeurs, et vous devez démontrer que vous avez une maîtrise parfaite du bon déroulement de la formation au regard de votre scénario pédagogique. Donc on a accompagné des organismes qui depuis toujours, je dirais, sous-traitaient et ça se passait très bien. Néanmoins, il est apparu, au regard des 2 référentiels, hein, Certif-Région et Qualiopi, qu'ils ne pouvaient pas démontrer qu'ils avaient la maîtrise du déroulement pédagogique. Donc il a fallu vraiment travailler avec eux pour qu'ils «récupèrent» entre guillemets, cette maîtrise et qu'ils la démontrent. Donc si vous avez un sous-traitant qui ne remplit pas les conditions contractuelles, la réponse est dans la question, vous ne le payez pas tant qu'il n'a pas, rempli les conditions. C'est tout. Superbe. Et Alors on puis avait une ne voilà et ne jamais se contenter d'un sous-traitant. Il faut toujours une suppléance en tout. on avait des questions sur le logo Calliope. On rappelle qu'il y a une charte, d'usage, du logo et que ça pourra faire, justement, ça pourra être le sujet, dans l'audit, de surveillance. On va pouvoir aller à la partie suivante. Il y a quelques petites questions très, on va dire administratives, liées à l'audit de surveillance qu'on pourra compiler, à la fin. Là, on va partir sur la 2e, méthode peut-être? La 2e méthode. Donc là, nous vous avons présenté la première dynamique qui s'inspire de la logique du fil directeur et de la logique et de la légitimité du référentiel Calliope. Il existe une autre démarche, qui peut très bien, être valable pour, tous les référentiels auxquels vous pourriez, vous référer demain si vous avez, envie d'aller vous tenter, sur un deuxième référentiel. On est sur l'approche, par les processus. Donc là, nous allons vous proposer l'approche par le parcours de l'apprenant. C'est celle que nous privilégions nous, pour notre propre, organisme et c'est celle que nous recommandons ne serait-ce que, en début d'action d'accompagnement à nos clients, puisque je dirais l'intérêt c'est ça, c'est l'approche par les processus fait dans un premier temps oublier complètement le référentiel Calliope aux intéressés et ils parlent de leur métier. Mais on verra par la suite que en privilégiant cette approche, parcours de l'apprenant, je suis de fait et obligatoirement dans le référentiel Calliope puisque comme nous l'avons vu tout à l'heure, il est complètement légitime dans ses exigences et dans ses questions. Voilà. Donc l'approche par processus, le parcours de l'apprenant, pardon, se présente ainsi. C'est-à-dire qu'on va avoir ce qu'on appelle le macro-processus, excusez-moi l'expression, et puis on va avoir un processus veille, veille au pluriel, hein. On va avoir un processus pédagogie et recherche et développement, pédagogie, ingénierie pédagogique, recherche et développement. Vous êtes libre de nommer les processus comme vous l'entendez, mais on est vraiment sur là-dessus. Il va y avoir un processus information, accueil, positionnement dans certains cas. Il va y avoir un processus de déploiement des moyens, de l'organisation. Il va y avoir un processus de formation et d'accompagnement jusque ça peut être, de l'alternance, mais ça peut être aussi de l'insertion et puis on va voir les processus support. Donc grosso modo, si je me situe sur le parking de ma structure, que je le veuille ou pas, quelle que soit la façon dont je considère les choses, ces processus existent ou pas. Maintenant la question c'est: est-ce que je les maîtrise? Voilà, concrètement, nous avons tous, puisque nous faisons tous le même métier, à peu près tous ces processus. Une fois que j'ai fait ça, je permets à mon équipe d'avoir une vision sur le processus et vous avez vu, il y a 6 pavés, ne les démultipliez pas, restez à 6, 7 si vous voulez subdiviser un processus, mais plus c'est synoptique, plus ça sera, je dirais, fédérateur. Ce qui est compliqué, c'est de rester simple, hein. Une fois que j'ai ces processus, je vais essayer de faire partager à chacun, pour chacun des processus, la promesse, mon engagement. Concrètement, si j'ai un processus veille, quelle est ma promesse? Quel est mon engagement? Qu'est-ce que je recherche, hein? Et donc là, c'est indicatif, hein. Je veux permettre de façon exhaustive et actualisée à notre organisme, aux employeurs, aux apprenants d'appréhender, voilà. Donc vous avez compris le sens, c'est la feuille de route, c'est l'engagement. À tout processus, il y a un sens.
pourquoi on a ce processus, quelle est sa finalité et à quoi il m'engage. Donc là, vous avez pour chacun des processus des formes, hein, des propositions de formulation. Et en fait, quand je vais croiser les regards avec mon équipe dans la même démarche participative et inclusive que j'ai évoquée tout à l'heure pour Calliope, je vais tout simplement dire, voilà, nous nous sommes engagés à ça. Pour de vrai, est-ce que nous y sommes? Vous vous souvenez, idéal, réalité objective. Est-ce que nous y sommes? Lorsque vous avez cette démarche, vous enclenchez la dynamique d'amélioration continue en même temps que la dynamique qualité. Dire, c'est tenir. Dire, c'est tenir. Donc, vous avez la possibilité, vous pourrez vous exercer à titre personnel pour compléter ça. Et puis, si l'un d'entre vous a vraiment problème pour formuler la question, nous assurons le savent. Mais je pense que très peu d'entre vous nous appelleront. Plus loin, une fois que j'ai visualisé le processus, les 6 ou 7 pavés, et que pour chacun d'entre eux, j'ai déterminé notre engagement, notre promesse à l'apprenant et pas qu'à l'apprenant, aux autres parties prenantes, hein, à mes financeurs, à mes fournisseurs et tout ça, je dois être en mesure de dire c'est tenir. C'est autrement dit, est-ce que je vais bien répondre à ma processus? Donc à un moment donné, lorsque j'ai le processus et la promesse qui sont reliés à lui, je vais déterminer, ne vous affolez pas, on va y arriver, comment je vais vérifier que je suis dans le dire c'est tenir. Quel indicateur de maîtrise? Est-ce que je peux avoir un indicateur de maîtrise pour la veille? Oui ou non? Est-ce que si j'ai décidé des plans d'action, ils sont aboutis? J'ai été, là aussi, je l'ai mis en œuvre. Est-ce que j'ai mis un dispositif de suivi de la qualité? Je vais en parler tout de suite après, donc ne soyez pas, inquiets. Est-ce que je vais faire un audit? Est-ce que vraiment, nous pratiquons les veilles que nous avons décidées? Ça peut être un audit des pratiques. Est-ce que je vais tout simplement rebondir sur les événements, dysfonctionnements, anomalies, incidents qui viennent du fait que ma veille n'est plus tout aussi efficace que je l'imaginais, ou est-ce que je vais carrément poser la question à des enquêtes si le dispositif enquête peut me permettre d'avoir une vision de la maîtrise de ça? Est-ce que j'écris des procédures et des modes opératoires? Et comment je vais faire en sorte que cette question se pose dans la quotidienneté, par qui, par quelle équipe, à quel moment, et cetera. Donc ici, on est vraiment sur quelque chose qui est assez universel. J'ai un processus, je donne du sens à ce processus, je m'engage et je peux prédéterminer les dispositifs ou la façon dont je vais vérifier que je suis vraiment dans la promesse. Donc vous les avez, je dirais, on vous a suggéré des promesses pour l'ensemble des processus. Voilà. Pour l'instant, on ne va regarder que celle-ci. Donc là, on est au troisième étage de la démarche par processus, lui-même, l'engagement et le choix des dispositifs qui vont, je dirais, suivre là-dessus. Alors, quand on parle de dispositif, un dispositif est quelque chose qui va nous révéler un indicateur. Il y a une confusion parfois entre les dispositifs et l'indicateur. Souvent, les gens, je leur dis, quels sont les indicateurs? Les gens me disent, l'enquête de satisfaction. Non, ça c'est le dispositif. Mais si vous utilisez un dispositif et que vous ne posez pas les bonnes questions dans l'enquête, vous n'aurez pas d'indicateur. Donc l'indicateur est alimenté par un dispositif d'information qui doit être utile, agile, facile, cohérent, probant et facteur d'aide à la décision. C'est absolument indispensable. Donc, on verra dans le, le volet, je dirais, certif région, puisqu'on ira un petit peu plus loin sur ces sujets-là, si vous êtes encore parmi nous, je dirais, on verra comment, à un moment donné, vérifier que le dispositif que j'ai choisi est un dispositif qui est agile et qui m'apporte la réponse probante que j'attends. Voilà. En gros, l'indicateur de maîtrise permet de mesurer de façon objective l'impact ou l'effet. C'est une résultat. Voilà. Il peut être simple, je peux avoir un dispositif unique. Si par exemple, je veux dire, pour mesurer l'accueil, je peux tout à fait dire, ben, je vais faire un suivi des événements ou des dysfonctionnements ou des insatisfactions. Et si quelqu'un me tire les oreilles pour me dire ton accueil pas bon, à ce moment-là, je m'engage à suivre l'indicateur, à le tracer, à vérifier ce qui s'est passé, à déterminer les causes et les solutions de manière à ce que l'incident ne se reproduise plus. C'est ce qu'on appelle un dispositif unique.
Ou je peux très bien dire, je vais poser la question aux intéressés lorsque je les interrogerai sur notre qualité. Voilà, en gros, et ça suffit. Voilà. Mais je peux très bien dire, je peux mettre plusieurs dispositifs. Par exemple, sur la pédagogie. Sur la pédagogie, je peux très bien dire, je vais mettre un ratio. Si je veux mesurer le nombre de personnes qui obtiennent la certification chez nous, ça c'est un ratio qui est indéniable. Dans certains cas, et j'ai eu des clients qui avaient un public extrêmement difficile à l'entrée et qui étaient un peu désespérés par les ratios, je dirais, qu'ils obtenaient en matière de réussite. Et en fait, je dis non, si vous considérez le public qui est le vôtre à la base et si vous considérez le parcours que vous avez imaginé, pour lequel vous êtes payé, et vous pouvez ne pas avoir 100% de réussite, mais si vous estimez que 70% au regard du public que vous accueillez au départ, c'est un bon ratio, et si vous le validez et vous le démontrez par rapport à une moyenne nationale, vous n'avez pas à rougir de votre critère. Donc je peux avoir un ratio, je dirais, chiffré, on va le voir plus en détail. Mais je peux aussi aller faire de l'audit sur la pédagogie. Autrement dit, si je m'engage à aller vérifier, surtout quand je sous-traite par rapport à la dame qui m'a ou le monsieur qui m'a posé la question, lorsque je sous-traite pour démontrer que je maîtrise le process, dans l'idéal, je dois démontrer que tout nouveau sous-traitant est audité au moins une fois. Puisqu'on va nous dire comment vous pouvez vérifier qu'il s'est approprié votre scénarisation pédagogique, qu'il dispense la formation telle que vous l'avez entendue, qu'il a la relation idéale d'interaction avec ses stagiaires, etc., etc. Donc je peux très bien dire, j'aurai aussi, je vais faire un audit de pratique. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est l'indicateur multicritère. On va y arriver. Donc concrètement, j'ai trois dispositifs, les ratios, tableau de bord, voilà. Par exemple, l'évaluation des acquis, pour ceux qui, à un moment donné, ont une évaluation des acquis pédagogiques à l'issue d'un module de formation, lorsqu'on a la consolidation des résultats pour telle ou telle matière, je pense à quelqu'un qui est parmi vous et qui le fait, je dirais, à ce moment-là, je peux très bien dire, bon, grosso modo, au regard des réponses sur la mesure des acquis pédagogiques, on maîtrise ou pas. Hein. Deuxième, je peux avoir aussi le suivi des événements. Si je dirais j'ai des personnes qui m'adressent des insatisfactions ou des réclamations ou qui décrochent ou qui, je dirais, ne sont pas suffisamment impliqués dans une matière et toujours la même, il faut surtout que je m'interroge sur l'ingénierie de départ, la dite matière, plutôt que d'imaginer que j'ai une concentration de gens qui ne sont pas motivés. Voilà, donc je peux très bien à un moment donné déterminer que pour tel indicateur, je veux aussi mesurer les décrochages, les absents. Et puis, je peux avoir les dispositifs de contrôle continu, je peux avoir des enquêtes de satisfaction, des évaluations des bonnes pratiques et aussi des audits externes. Dans certains cas, vous avez des personnes, des tiers. Nous, on a un partenaire qui vient nous auditer. Moi, personnellement, je suis audité plusieurs fois par an lorsque j'anime. Et puis, ils ne font pas de cadeaux, je peux vous dire, les amis, hein, si j'oublie des choses. Voilà. Donc là, on est vraiment sur les dispositifs que l'on peut avoir. Vous les avez déjà pour certains. Ceux-ci, vous les avez forcément, les dispositifs chiffrables, exploités ou pas, parce qu'il y en a qui les ont, mais ils ne les exploitent pas. Le suivi des événements, vous êtes réactif, je n'en doute pas une seconde, aux événements qui démontrent que globalement votre accompagnement peut avoir des défaillances. Est-ce que vous les tracez? Est-ce que vous démontrez qu'ils sont analysés de façon participative, inclusive et qu'ils donnent, je dirais, lieu à des améliorations qui sont impactantes? Ça, c'est autre chose. Mais un auditeur qualité va vous le demander. Vous avez fait les événements, ok, c'est bien, mais pour de vrai, vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait derrière? Et vous avez des gens qui disent ben, on ne va pas déclarer les événements. Et j'ai même un client qui a osé dire à un auditeur je vais quand même pas vous inventer des événements qui n'ont jamais eu lieu. Alors là, je peux vous dire que ne faites pas cette erreur, parce qu'on fonctionne l'auditeur. Il va falloir être très très bon pour rétro-pédaler. C'est une erreur. On a tous des événements. euh, on a le droit aux événements. Hein. On n'a pas le droit de ne pas les voir et de ne pas les traiter. On a le droit aux événements. On n'a pas le droit de ne pas les voir et de ne pas les traiter. Donc, n'hésitez pas à mettre en place un système de suivi des événements qu'on appelle sentinelle dans certains milieux. Ces événements sentinelles peuvent vous alerter sur le fait qu'on se relâche, on perd en performance ou qu'on pensait avoir bien fait, mais ce n'est pas si bien que ça.
Et puis les dispositifs de continu de contrôle, voilà, les enquêtes de satisfaction. On en reparlera, en particulier en avril, mais je peux imaginer un questionnaire auprès de mon apprenant, en l'interrogeant sur, l'information qu'il a reçue, en l'interrogeant sur la communication, je dirais l'accueil dont il a bénéficié, le positionnement et cetera, et je peux sur un seul questionnaire interroger mon apprenant sur l'ensemble de mes processus. C'est ce qu'on appelle un questionnaire transversal, et donc en faisant ça, j'ai au minimum un critère d'appréciation sur l'ensemble de mes processus. Voilà, donc là, vous avez, je dirais, le choix. Ne vous compliquez pas la vie. Si vous dites que pour un indicateur, j'ai juste l'enquête de satisfaction, vous pouvez dire pour l'accueil, je poserai la question à l'intéressé. Voilà. Ou le suivi des incidents et réclamations sur l'accueil. Sachez que par défaut, on a toujours un suivi des incidents. Voilà. S'il y a des gens qui ne mettent pas un dispositif de contrôle interne, d'audit parce qu'ils n'ont pas le temps, s'ils n'ont pas la mesure de ratio précis sur un sujet, ils ont au moins par dépit le suivi des incidents. Donc là, soyez extrêmement vigilants. Démontrez que vous avez inscrit dans votre pratique de vigilance la chasse aux incidents. D'accord, hein, je parle bien des incidents, hein, parce que la réclamation est parfois l'amphithéâtre de l'incident, hein, et que vous avez un réel regard là-dessus, une réelle maîtrise du suivi des incidents. D'accord. Donc là, vous êtes libre de choisir, il n'y a rien qui vous est obligé. Un auditeur va vous dire, démontrez-moi que vous êtes dans le dire, c'est tenir, et comment affirmez-vous le fait que vous maîtrisiez ou pas, et que si vous ne maîtrisez pas, que vous avez analysé les causes et que vous mettez en place les améliorations continues qui s'imposent. Nous ne sommes pas obligés d'être au top au moment où l'auditeur arrive. Il y a des éléments sur lesquels nous devons être conformes, qui donnent lieu à des non-conformités majeures, parce que là, ça ne se discute pas. En revanche, si j'estime que mon ratio de résultat, je suis à 86% et que ça me déplaît et que je veux évoluer vers 95%, ça ne le regarde pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de savoir que je suis conscient qu'il y a 86%, que j'ai analysé les causes du 86% et que j'ai mis en place une dynamique pour de vrai qui va m'amener vers le 95%. Et dans l'audit de surveillance, il va dire, alors, vous avez évolué ou pas? Voilà, hein. Donc, le choix des indicateurs est intéressant pour finir. Ils doivent être utiles, agiles, faciles. Ils doivent être probants. Ils doivent vous apporter de vraies réponses, je dirais, aux questions premières du référentiel ou du process. Et je dirais, il doit être une aide à la décision et surtout partagé et alimenté par le terrain. Alimenté par le terrain. Je prends l'exemple du suivi des incidents. Si les salariés de l'organisme n'ont pas le réflexe de signaler qu'ils ont eu une difficulté dans tel cours ou telle classe avec telle personne, je dirais à un moment donné, on va laisser cette situation se réitérer et on va passer d'un incident à un vrai problème, et ça va être beaucoup plus conséquent pour l'organisme. Donc il faut vraiment inciter les gens en disant: «Nous avons un métier qui est parfois difficile, nous pouvons avoir des incidents, nous pouvons avoir des stagiaires qui sont insatisfaits, des stagiaires plus compliqués que d'autres. Nous pouvons avoir imaginé un scénario pédagogique qui ne se révèle pas le meilleur. Si nous détectons des choses qui nous démontrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, nous devons, en notre âme et conscience, déclarer ça.» Donc souvent les gens, dans une démarche inclusive, c'est très naturellement pris. Dans une démarche descendante, les gens refusent. Ils pensent qu'en fait, on leur demande de balancer ou de s'auto-flageller. On y reviendra en particulier en avril si vous êtes là. Voilà, donc il est temps pour vous d'aller, de me proposer des éventuelles questions sur l'approche par les processus. Alors, on a 2 questions. Oui, Une qui avait été posée en fait en fin de première partie, mais sur laquelle, vous avez, beaucoup parlé, donc j c'est le bon moment. Justement sur le dispositif de suivi des événements. Alors c'était pour la maîtrise des process du critère 7. Est-ce qu'un tableau de suivi incident consigné et les corrections appliquées est suffisant? oui. Dans un premier temps, il faut démontrer que vous avez à minima identifié un type d'événement par process. Donc par principe, si je fais, alors je maîtrise.
et je démontre que je maîtrise. Si je fais, alors je maîtrise et je démontre comment je maîtrise. Donc, à un moment donné, vous pourriez être confronté à un événement qui vient d'un défaut de veille ou d'une insuffisance de la veille, à un défaut de communication, à un défaut d'ingénierie pédagogique, etc. Donc, vous devez avoir au minimum 7 types d'événements sentinelles. Donc, vous le mettez dans un fichier Excel ou autre, hein, et puis à partir de là, vous pouvez dire, ben voilà, si l'un d'entre eux survient, je vais activer ça. Donc, il faut démontrer que vous êtes en situation de vigilance. Donc, c'est très, très simple. OK. Ensuite, Autre oui, pardon. ensuite, juste pour finir, non, désolé. Ensuite, lorsqu'un événement survient, il faut que vous puissiez démontrer que vous avez une vision des causes de l'événement, parce que je peux avoir un problème d'accueil pour des causes multiples. Donc, vous pouvez aller un petit peu plus loin en finesse pour analyser l'événement en déterminant une ou plusieurs causes par événement. Mais ne démultipliez pas autant d'événements qu'il y a de causes, sinon ça sera une usine à gaz et ça sera rejeté. Et puis pour le reste, vous savez faire. Qui dit événement, cause, solution. Alors voilà, 2 questions sur votre réponse. Quels sont les 7 types d'événements sentinelles? Eh ben, je viens de le dire. Vous pourriez dire sur un fichier Excel, voilà, nous allons suivre les événements qui peuvent démontrer que notre veille est défaillante. Ou nous allons, si je reste sur la logique Calliope, au minimum, tout événement qui démontre que la communication à l'intéressé est défaillante va faire l'objet d'un enregistrement, d'une analyse et d'une résolution. Donc vous avez au minimum un événement par chapitre. Voilà, en fait, c'est simplement les 7 critères, hein. C'est, Voilà, c'est les 7 tout critères simplement ça. ou sous chaque processus si vous êtes dans l'approche process. OK, superbe. Donc l'autre question qu'il y avait sur cette partie, est-ce qu'un questionnaire avant-après est obligatoire, soit avec des questions de connaissances pures, soit avec du ressenti? Par exemple, de 1 à 5, vous sentez-vous à l'aise sur tel sujet? Voilà, est-ce Mmh, qu'un questionnaire avant-après est obligatoire? mmh. Alors, tout dépend, je dirais, de votre engagement sur la pédagogie. Par exemple, nous, sur certaines formations, heu, vous avez dans un premier temps, c'est la mesure des attentes et des besoins. Pour certaines formations, lorsque vous avez, par exemple, une entreprise qui vous mandate pour réaliser un plan de formation, vous n'avez pas, le contact avec, les salariés de l'entreprise. Vous répondez à un cahier des charges auprès de la avec l'entreprise à l'entreprise, vous vous engagez sur des objectifs, mais vous n'avez pas encore le contact avec, l'intéressé. Donc vous pouvez émettre un outil de prérequis des besoins et des attentes personnalisées. Donc à un moment donné, je peux poser un certain nombre de questions aux intéressés pour peu que l'entreprise désire s'en faire le relais. Elle ne peut pas. Donc là, dans certaines formations, nous le faisons, nous envoyons un questionnaire préalable sur le management, sur la démarche Calliope, sur bien d'autres, aux intéressés en disant, bon, pour concrètement, voilà la formation dans laquelle vous vous êtes engagé, le rappel des objectifs, etc. Voilà, concrètement, nous allons vous poser des questions un peu plus précises sur vos attentes et vos besoins. Donc là, on est vraiment sur l'analyse des besoins et des attentes qui peuvent aussi refléter les prérequis nécessaires. Si à un moment donné, je pose la question, avez-vous été en situation de management pour une période de plus de 2 ans? La personne, si elle me dit non, je peux très bien dire, on m'envoie en formation un individu qui ne répond pas forcément aux prérequis qu'on a déterminés avec l'entreprise, je prends ou je laisse. Donc cette question, elle est très pertinente. C'est à quel moment je détermine les objectifs de la formation et les effets attendus de la formation, et à quel moment je rentre en contact avec l'intéressé lorsqu'il s'agit d'un salarié, d'accord, pour lui poser les questions sur les prérequis, vérifier qu'il ne va pas être en difficulté lorsqu'on l'accueillera en formation. Ça m'est arrivé rarement, mais ça m'est arrivé, faut pas l'oublier. Et puis, je dirais, les attentes personnalisées. Si la personne dit: «Ben, moi, j'ai une difficulté, je dirais, avec telle ou telle dimension du management», à ce moment-là, on est capable de personnaliser l'attente et on se prépare lors de la formation d'être un peu plus précis, un peu plus, je dirais, actif sur cette question-là. Donc ça, c'est les prérequis avant. Ensuite, lorsque vous êtes c'est une très bonne question, mais on le verra plutôt sur, Certif Région. Lorsque vous êtes en fin de formation, vous pouvez, dans la mesure du possible, mesurer les acquis de la formation. Dans certains cas, on ne mesure pas les acquis. Quand vous faites une formation au management,
Comment mesurer les acquis? Est-ce qu'on leur fait un quiz, je dirais, sur les fondamentaux, platoniens, du management, sachant que Platon n'a rien écrit sur le sujet? Ou est-ce qu'à un moment donné, je vais m'engager moi, en tant que professionnel, à vérifier que les premiers effets de la formation, sont présents lorsque je mets la personne en situation de mise en application? Par exemple, si je fais une formation à la com et que je crée des exercices pratiques collectifs, etc., je suis en mesure, moi, de vérifier si les personnes ont utilisé leurs nouvelles connaissances et je peux mesurer les premiers effets de la formation. C'est ça que souvent les gens disent à l'issue d'une formation, on est compétent, pas toujours, hein. On est capable d'agir, mais on n'est pas forcément compétent. Il faut s'y mettre, hein. Donc là, on est sur la mesure des effets. Et là, le critère, enfin le certif région est assez exigeant là-dessus. Nous-mêmes, ça nous a posé des difficultés. Donc il a fallu que on fasse travailler les formateurs en disant: «Est-ce qu'il y a vraiment, une capacité? Est-ce que vous avez la capacité à mesurer les premiers effets de la formation lors de la formation en question?» Ensuite, vous avez la mesure des impacts de la formation où généralement c'est avec l'entreprise ou avec l'intéressé. C'est ce qu'on appelait, classiquement l'évaluation à froid. Donc concrètement, je peux avoir des outils qui mesurent les besoins et les attentes en préalable. Je peux avoir des outils, et certains d'entre vous en sont dotés, qui mesurent les acquis, puisque je vais interroger, il va y avoir des quiz, pardon, des retours sur connaissance, ou les mesures de les effets à travers la mise en situation ou la rédaction. On est avec un organisme qui demande la production d'un rapport d'étonnement. Voilà. Et le rapport d'étonnement démontre que la personne s'est posé les bonnes questions et les a traitées. Bien ou mal, ce n'est pas la question, mais au moins qu'elle se les ait posées. Et donc à un moment donné, là, j'ai un certain nombre d'outils qui me permettent de me prononcer sur les effets immédiats de la formation. Par contre, dans l'idéal, c'est les impacts de la formation. Et donc nous, on distingue les impacts de la formation. C'est plusieurs mois après, on demande à la personne, bon, maintenant pour de vrai, est-ce que tu as pu mettre en application ce qu'on t'a donné? Est-ce que tu en as vu les effets pour toi? Est-ce que ça t'a permis d'avancer, etc., etc. OK. J'ai Alors, répondu à la question, je j'espère. je pense. Ça a même soulevé d'autres petites, questions. Ah oui, ben voilà, vous avez répondu à la question. On va en garder quelques-unes, pour le dernier temps de questions-réponses qu'on aura à la fin. Je pense que là, on peut avancer. D'accord. On avait Le prévu soldat, un sondage. oui, on le fera Si en fin de. voilà, on verra si, D'accord. on a le temps et donc on Le peut partir sur, la dernière partie. Voilà et tout ce qui est échantillonnage, et questions complémentaires, on verra ça, à la fin. Oui, c'est Heu, des bonnes questions, très voilà. bonnes questions. Voilà. Alors le Heu, sondage qu'on va vous proposer, je dirais, vous allez alors recevoir, oui, le sondage, que nous avions prévu, il y a certaines personnes d'entre vous qui ne pourront pas répondre, parce qu'il y a une politique, d'organisation qui ne permet pas de répondre, donc très bizarrement, ça m'a bloqué sur le sondage, donc je ne peux pas vous le passer. Donc on va aller directement à la 3e partie d'accord. Néanmoins, si, et si certaines personnes, je ne sais pas, Virginie, il y a peut-être d'autres solutions pour, donner accès. En fait, un petit questionnaire qui vous permet de vérifier si quelque part, vous entre la méthode approche fil directeur Calliope ou la méthode approche par le processus, si vous avez déterminé laquelle est la meilleure ou le mixage des 2, hein. Donc, certains font mixer les 2, mais voilà. Mais bon, Virginie, c'est vous la chef, on suivra vos consignes. voilà et puis il nous reste un gros quart d'heure pour la 3e Voilà, partie et les quelques questions, pertinentes qu'on prendra à la fin. très bien. Donc la troisième partie, une fois qu'on a décidé de la méthode, je dirais, de la dynamique et de la méthode que nous avons, engagée pour, dynamiser, la démarche qualité, on est sur le rôle des acteurs, très concrètement, hein. Lorsque, on va déterminer ici, vous allez avoir, un schéma un peu complet de ce que nous avons réalisé. Là, dans l'approche par process, nous avons déterminé des objectifs. Vous avez vu que c'est pas compliqué de s'engager. Quels sont nos engagements? Quelles sont nos promesses? Ensuite, on peut, si l'on désire, déterminer des ressources. Comme je vous l'ai dit, n'écrivez pas ce qui n'est pas nécessaire. Vous voyez, je peux très bien dire, j'ai un seul protocole pour la veille, j'ai une procédure et un protocole pour l'ingénierie pédagogique, et je peux avoir d'autres choses plus précises ou rien pour les autres objectifs.
Ensuite, j'ai déterminé les dispositifs que je décide de mettre en œuvre par process. Bien entendu, vous en choisissez un ou plusieurs. Là, par exemple, la veille, je peux dire que c'est que les événements. Je ne vais pas revenir là-dessus, on l'a déjà fait. Ensuite, je vais désigner les acteurs. Je vais désigner le référent qualité et pédagogique pour les grosses structures. Je peux avoir le référent pédagogique ou l'équipe pédagogique. Je peux avoir un groupe de formateurs, ou y compris avec les fonctions support. Donc, je vais décider qui sont les personnes qui vont se poser la question sur ces process. Autrement dit, ce groupe-là va se poser la question concrètement, pour de vrai, au regard des engagements que nous avons déterminés sur les moyens de l'organisation. Aujourd'hui, est-ce qu'on y est? Voilà. Et qu'est-ce qui nous permet de le dire? Et puis, lorsque vous avez fait ça, vous verrez que vous êtes forcément aussi dans la réponse, dans la démarche qui converge avec Calliope. Lorsque vous traitez la veille par le processus, vous traitez les critères 1, 2, 6. Lorsque vous êtes dans la pédagogie, vous traitez le critère 2, 3, et puis etc., etc. Donc, quelle que soit la dynamique que vous privilégiez, choisissez celle qui vous convient le mieux et de toute manière, nous convergerons, in fine, vers Calliope et à ce moment-là, on ira décrypter les indicateurs et seulement à ce moment-là, et puis on verra les petits trous qui manquent. Hein. La question sur l'handicap qui est très intéressante. Effectivement, il faut la traiter précisément. Les méthodes de recrutement, je dirais, de nos consultants et formateurs, etc. Mais la plupart de la requête sera complète. Il y aura quelques petits trous qui demanderont des spécificités que l'on n'évoque pas dans une certaine quotidienneté. Ensuite, je dirais, lorsque vous êtes là-dessus, vous allez avoir sur les instances. Alors là, je suis un absolutiste le, du pilotage. Vous avez, alors on appelle ça le comité qualité ou le COPIL, ne m'en voulez pas pour ça, parce que ça s'appelle comme ça, mais on peut dire le pilote de la qualité, le pilote. Hein. Autrement dit, si je suis dirigeant d'une structure et que j'ai des collègues, je suis garant de la question. C'est très important ce qu'on est en train de dire. Je suis garant de la question. Je ne suis pas là pour me poser la question et trouver la réponse et donner les solutions. Je ne serai pas dans une démarche inclusive, je serai dans une démarche descendante. Donc, je dois faire en sorte que la question se pose. Et donc, je détermine la question. Est-ce que nous maîtrisons notre accueil? Est-ce que nous sommes suffisamment vigilants sur les risques de décrochage? Est-ce que nous sommes, je dirais, persuasifs? Est-ce que nous, voilà, c'est les questions que le copil ou le référent pilote va poser les questions. Ensuite, vous allez avoir des managers ou des référents qui vont être dépositaires de la question. Souvent, le dirigeant se pose lui-même la question et va jusqu'à la solution. Il n'est pas dans la bonne posture, il est descendant. Souvent, le manager pense que le fait qu'on l'ait rendu dépositaire de la question, c'est exactement la façon dont il doit faire. Ça ne marche pas. Donc, le tout, c'est de faire en sorte que les questions qui s'imposent et qui viennent, je dirais, du processus de pilotage, soient, je dirais, l'objet d'une appropriation par les salariés et qu'ils répondent. Et bien entendu, tous les dispositifs que nous avons mis en place doivent leur faciliter la tâche. C'est une question non anxiogène, c'est manager sans peur et sans reproche. Donc à un moment donné, je dois vraiment avoir une démarche inclusive, je dois libérer la parole, je dois accepter le fait que mon terrain puisse me dire bah, vous avez imaginé ça, c'est sympa, mais si ça marchait, on vous le dirait. Donc souvent, il y a des gens qui ont peur de poser des questions alors qu'elles s'imposent. Donc là, on est vraiment sur la quintessence de la démarche inclusive que j'évoquais en début. Il faut vraiment ne pas se tromper d'ordre. Hein. Le comité qualité ou le pilote de la qualité pose la question, les référents locaux s'en font relais, les professionnels et les externes. Pour la personne qui m'a parlé des organismes externes qui ne voulaient pas remplir le contrat, ils doivent répondre à la question. Donc, à un moment donné, qu'il soit organisme formateur interne ou externe, si une question lui est posée, elle est posée. S'il doit participer à une évaluation collective, il doit le faire. Sinon, changer d'intervenant. Ce n'est pas le bon. In fine, vous aurez un petit exercice personnel. On va finir là-dessus, mais voilà, là vous avez l'exemple, on va vous envoyer un petit questionnaire là-dessus. Donc là, vous avez l'exemple d'un organisme de formation qui a réalisé un tableau de bord qui vient d'une part des registres sur lesquels il s'interroge et puis des dispositifs qu'il a déterminés lui-même pour pouvoir, je dirais, vérifier qu'il est dans le dire, c'est tenir. Donc,
je vais pas aller plus loin puisque le questionnaire qu'on vous enverra, sur ce sujet-là, vous sollicitera pour dire qu'est-ce que vous en pensez? Quelles sont les déductions que vous pouvez avoir? Concrètement, est-ce que voilà, concrètement, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. La meilleure des réponses, ça sera la vôtre, celle qui vous convient le mieux. Voilà, nous avons, je dirais, terminé là-dessus. Je suis, ouvert, je suis dans le quart d'heure, Virginie? C'est parfait. Voilà, Timing voilà. parfait. Alors oui, Mmh. ce dernier exercice, hein, le cabinet Aura vous propose, qu'on vous envoie, le lien vers le questionnaire dans le mail que vous recevrez avec, le support, dans les 24 heures, que vous puissiez y répondre. Voilà. Donc ce Ju 2e juste, exercice. ju juste Virginie, le mail est anonyme, si vous le désirez. Néanmoins, vous avez la possibilité, en fin de questionnaire, d'indiquer votre mail, mais il ne sera pas enregistré. D'accord? Donc vous pouvez ne pas inscrire votre mail dans le questionnaire, mais ensuite à la fin, si vous désirez, je dirais, avoir, le retour de vos réponses, vous indiquerez votre mail, mais il n'est pas enregistré. Voilà et vous recevrez la réponse de vos questions. Superbe. Alors, on va prendre les questions, pour lesquelles certains participants ont été un petit peu patients sur, l'échantillonnage. En fait, 2 participants cherchent à savoir, sur quelle année va porter l'audit. Donc, par exemple, pour un organisme certifié en 2020 avec un prochain audit en 2022, en juin 2022, quelle année va être auditée? Ce sera 2021-2022? La question la question est dans la et la réponse est dans la question. Pour la première année, il ne pouvait pas, je dirais, s'attarder au-delà de l'année en question, puisqu'on était dans la démarche de certification et on ne pou on voilà et on disait souvent à nos clients: «Ne vous affolez pas de ce que vous n'avez pas fait en 2019 ou en 2020. Vous rentrez dans la certification et il s'agit de démontrer ce que vous faites là en 2021». Voilà, c'était ça. Désormais, la personne est en mesure de pouvoir remonter, je dirais, sur 2 exercices. Il n'y a pas de règle en la matière. Il n'y a pas de règle en la matière, puisque je dirais, l'audit de surveillance porte sur tout ce qui s'est déroulé après la certification. Donc au minimum 18 mois, on est à cheval sur un exercice et demi. Mmh. Alors, une question, qui revenait, voilà, je pense suite aux échanges qu'on avait sur, la sous-traitance, hein. Là, on parle du formateur. Le formateur peut-il réinterpréter les procédures de l'OF ou doit-il suivre à la lettre ce qui a été écrit lors de la certification, même si la réinterprétation est justifiée, argumentée? Alors là, ça serait, un débat qui nous ferait dépasser, de 3/4 d'heure. Heu, vous voyez la notion de procédure, il faut voir ce qu'on demande. Est-ce qu'il s'agit d'une bonne pratique d'animation? Il y a une différence entre un protocole et une procédure. Écrire n'est pas obtenir, je répondrai à la personne. Écrire n'est surtout pas obtenir. Ce que vous devez évaluer, c'est pas le fait qu'il ait lu la procédure, qu'il ait comprise, c'est sa pratique. Lorsque je suis, évalué en situation d'animation, on a déterminé une grille qui est une grille qui reflète quel est l'art de faire lorsqu'on anime. Donc on oublie on ne fait plus référence à la procédure ingénierie pédagogique qui fait référence à l'animation. On est vraiment sur la mesure d'éléments qui sont objectivement observables et qui permettent de répondre à une question. Donc un formateur, si vous avez un formateur qui relit la procédure, le protocole tous les jours, appelé de la médecine du travail, il n'est pas bien. Il est pas bien. Mais s'il s'interroge sur: «Est-ce que je suis dans la pratique qui est la mienne? Est-ce que je fais un bon tour de table pour vérifier que les gens, savent toujours pourquoi ils sont là et ont peut-être des attentes personnalisées si j'ai pas pu, les interroger plus tôt? Est-ce que je suis dans la bonne présentation de l'organisme, de l'objectif pédagogique, du déroulement pédagogique? Est-ce qu'à un moment donné je rebondis?» enfin et cetera. On est là dessus sur comment la formation se déroule pour de vrai. Est-ce que j'utilise les bons scénarios? Est-ce que je respecte le scénario pédagogique? Est-ce que j'utilise les bons supports? Est-ce que je propose les outils et les annexes pédagogiques en exercice prévus? Est-ce que j'évalue? Voilà, on est vraiment sur quelle est ma façon de le mettre en œuvre pour de vrai? Quel est l'art de faire? Donc, si vous avez un formateur qui, quelque part, ne se détache pas de l'objectif premier, mais qui adapte sa formation parce qu'il a un public, ça nous arrive, hein,
quand vous arrivez avec un scénario de formation complètement fait, il se peut que le public en question, moi ça m'est arrivé d'arriver où il y avait, une entreprise en crise, hein, les tensions, une entreprise en crise, hein, la veille, il y avait, un clash. Donc forcément, vous devez intégrer cette dimension-là dans votre pédagogie, vous devez tenir votre engagement pédagogique, vous devez aboutir, mais vous ne pouvez pas faire fi de ça parce que sinon, bah, c'est pas du boulot. Si c'est ça votre question, voilà. Par contre, n'hésitez pas, si, Virginie l'entend ainsi, si vraiment c'est un problème pour vous, n'hésitez pas à prendre contact avec nous et on pourra en débattre. Alors, on a quelques autres, questions, dont une, en particulier par rapport à l'audit de surveillance. Si lors du premier audit, nous avons eu des non-conformités majeures que nous avons pu lever, est-ce que ce sont ces non-conformités qui vont être évaluées en priorité lors de l'audit de surveillance? En général, tout auditeur, digne de ce nom revient sur sur le «lieu du délit» entre guillemets, hein, il va vérifier que, certes vous avez levé les non-conformités, majeures mais il va vérifier que pour de vrai, c'est fini quoi. Ça s'est, dilué, que c'est devenu, que la maîtrise est là, réelle et spontanée. Si vous avez eu des non-conformités mineures, vous pouvez être sûr qu'il va revenir là-dessus, hein, alors, ça dépend ce qu'on appelle non-conformité, majeure. Là aussi, je vous ai dit, j'ai été très, très surpris par des pratiques d'audit où, par exemple, vous avez un auditeur qui a mis une non-conformité majeure à un client, qu'il a levé bien entendu, parce qu'il produisait une liste des organismes susceptibles d'accompagner un apprenant handicapé s'il n'était pas en mesure malheureusement de dispenser, la formation avec l'handicap. Mais il a dit: «Ça suffit pas, je veux que vous ayez le nom des interlocuteurs de chaque organisme». Or, les interlocuteurs ne sont pas dédiés à un organisme. Voilà, ça c'est un exemple. Oui. Là, j'ai été extrêmement surpris. Il y en a eu d'autres, hein, exemples comme ça, hein, extrêmement. Donc, c'est très, très bien que vous ayez, la visio sur l'handicap. Je vous recommande d'y aller parce que c'est un des sujets sur lesquels il y a débat et parfois, on est un peu désemparé par rapport à la sensibilité de l'auditeur. Oui, vous avez 2 visioconférences qui sont l'actualisation en fait, hein, de celles qui sont déjà disponibles sur la page référent handicap de notre site internet. Ces 2 visios ont déjà eu lieu en début d'année dernière, donc une vraiment côté, handicap Calliope et de Ouais, l'autre, la parole est donnée à la GFIP pour, ressources handicap formation. Donc en fait, tout ce qui existe du côté de la GFIP, hein. c'est une très bonne initiative. Voilà, donc Beaucoup ça de va être, gens ont été mis à retoqués jour. là-dessus. Voilà. Alors une question précise, malgré nos relances par mail, appel, nous n'avons pas souvent le retour des questionnaires à froid envoyés à nos apprenants. Nous ne maîtrisons pas ces non-retours et dans notre tableau de suivi, nous ne pouvons que le constater. Que devons-nous faire? Alors, à l'impossible, nul n'est tenu. Ce qu'il faut, démontrer, c'est que vous ayez, une démarche, une vraie démarche. Que votre questionnaire, je dirais, comporte les questions à sens recherché. Ça, c'est un premier point. Ce que je vous recommande, c'est, d'inciter vos formateurs à insister sur l'importance du retour à froid. Bien entendu, votre outil par contre doit être agile plus que jamais, parce que quand ils sont dans l'évaluation de la formation à chaud, il y a un il y a un lien avec le formateur qui s'est créé. Si on est un petit peu exigeant, je dirais, ils y vont quand même. À froid, si on leur envoie les mêmes questions que que celles qu'on a posées pour l'évaluation à chaud, il y en a qui font cette erreur. On ne parle plus de la satisfaction au sujet de la formation, on parle des impacts. Donc il faut vraiment que ce soit des questions qui leur parlent d'eux, qui les amènent à s'interroger. Donc la création du questionnaire à froid est très importante. Il faut pas les perturber. Mais néanmoins, ça ne suffit pas. Il faut vraiment que votre formateur insiste sur le fait qu'on va les interroger de façon utile et agile et que c'est important pour nous, en matière de qualité. Dans certains cas, et je finirai là-dessus, Mmh. nous avons eu des stagiaires qui ont eu, je dirais, mission d'appeler un échantillonnage, je dis bien un échantillonnage des apprenants et qui ont rempli à distance avec les 10 apprenants, les 5-6 questions clés. Si on vraiment on y tient, si c'est un élément probant pour nous, si c'est un élément aussi de démonstration à l'égard de nos financeurs, il faut le faire et donc on peut aussi faire, de la relance téléphonique, mais toujours utile, agile, facile. Alors j'en profite, hein.
pour passer le questionnaire de satisfaction du Carrefour Occitanie dans le chat. Vous l'aurez évidemment dans le mail post-visio, mais je vous l'envoie si vous souhaitez, l'utiliser juste a après la visio qui va bientôt se terminer. Alors, il y a plusieurs participants qui font part, d'un besoin qui semble plus spécifique pour les petits centres de formation. Peut-être que Oui. là, le moment où on a présenté l'aspect, inclusif, collectif, hein, qui est très important dans les structures de moyenne et grande taille, comment on pourrait appliquer, les principes et méthodes que vous avez, présentés aujourd'hui dans un organisme de petite taille, voire, un organisme où il y a une seule personne? Alors, nous avons accompagné des organismes où il y a une seule personne, hein, donc lorsque c'est pas parce que vous êtes, je suis désolé de vous dire ça malheureusement, c'est pas parce que vous êtes de plus petite taille que vous avez le droit à moins de qualité, d'accord? Donc vous êtes, malheureusement confrontés aux mêmes exigences que les grands, ce qui est un peu injuste. En revanche, la démarche vous est beaucoup plus facilitée puisque vous êtes, je dirais, tout seul. Donc là, je vous recommande, d'adopter la démarche par process dans un premier temps, voilà, et d'aller là-dessus. C'est-à-dire concrètement mon accueil, concrètement mon ingénierie pédagogique, concrètement, mon information, enfin tous ces aspects-là et de répondre très spontanément, sur une évaluation grossière en disant: «Beh, voilà, concrètement où j'en suis» et à partir de là, vous faites, je dirais, un inventaire des ressources qui sont les vôtres et de la façon dont vous les faisiez vivre. Donc nous, vous les faites vivre, pardon. Donc je vous recommande la démarche process, parce que ça c'est le parcours de l'apprenant, c'est le parcours de l'apprenant et de démarrer là-dessus petit à petit, voilà et à partir de là, vous dites: «Voilà, concrètement sur cette dimension-là, où j'en suis, quelle est la démarche?» je dirais, «Quels sont mes engagements? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Comment je peux dire que ce qui est en place, marche? Comment je peux le démontrer?» N'oubliez jamais, hein, ne soyez pas dans l'autosatisfaction et est-ce que j'ai envie de changer quelque chose à tout ça? Quand vous aurez fait ça, vous pourrez aller ensuite dans le référentiel Calliope et vous reprendrez critère par critère, ça va très vite à partir de là et vous avez tous les éléments de mesure. C'est ce Alors que je vous conseille. pour les dernières questions, on a plusieurs personnes qui insistent sur, l'usage du logo Calliope. Donc il y a une charte d'usage, mais les questions vont être, qu'est-ce que l'auditeur va regarder en particulier sur, l'usage, du logo? Pouvez-vous préciser sur quel document doit figurer le logo Calliope? Voilà, ça va être ce type de questionnement autour du logo, hein. On en entend beaucoup parler. Alors, en fait, il s'agit plutôt du mauvais usage du logo. Autrement dit, vous ne pouvez pas, utiliser, le logo, à des fins, détournées. Heu, Dans l'idéal, si vous êtes certifié, autant le faire savoir. De toute façon, ce sera exigé de vous lorsque vous aurez à répondre à des appels d'offres, voire même, certaines choses, mais la prudence est liée, au fait qu'on peut l'utiliser de façon détournée. Autrement dit, si je laisse sous-entendre que ma formation est certifiante parce que je suis certifié Calliope, je vais me faire taper sur les doigts et ce sera complètement légitime. Donc la charte est très claire sur les usages. Il y a un usage en termes, d'affichage, vous ne pouvez pas, je dirais, afficher ça n'importe comment. Vous devez l'utiliser stricto sensu en termes de charte et en termes de structure. Là, le logo ne peut pas être modifié par vous. Comment identifier correctement les attentes d'un apprenti ayant entre 16 et 18 ans qui, souvent, se cherche? Ah ouais. Question difficile. On a aussi Alors au c'est niveau du bah, si question, si quelqu'un a la réponse à cette question, je peux, lui proposer, un apprenti auquel je pense en particulier. Non, je plaisante. Heu, pour ma part, heu, lorsque vous avez un jeune qui est en apprenti, les centres d'apprentissage, disposent de référents et de ressources extrêmement performantes. Donc n'hésitez pas, je ne les connais pas tous, mais je sais que le CFR Bâtiment, a travaillé sur ces sujets et qu'ils ont une référente qui est assez performante. Mais quand vous avez 16 à 17 ans, il faut vérifier, heu la notion de contexte dans le travail. Avant tout, c'est dans quel contexte le gamin, va travailler. Autrement dit, s'il a besoin d'un contexte et là, on est un peu sur, la mesure de ses aptitudes, donc je vais dépasser le sujet. Mais lorsque vous envoyez une personne, qui ne connaît pas le monde du travail, être confronté à une situation de travail, au-delà du fait qu'il découvre le métier, ce que font les CIO et autres et cetera, il faut vérifier que
il a bien conscience du contexte dans lequel il va évoluer, qu'il a bien conscience, je dirais, comment dire? Des «stimuli» entre guillemets qui vont être les siens, des exigences et vérifier que les aptitudes qui sont les siennes, s'il est créatif, si vous l'envoyez dans un truc où il ne pourra pas exprimer sa créativité, vous êtes sûr que vous allez le frustrer. Si voilà, j'ai ça demanderait vraiment Oui, complètement. un atelier à part entière, mais c'est une excellente question. C'est Alors, une il y a excellente aussi question. une animation du Carrefouref Occitanie qui pourra peut-être donner quelques éléments, sur la connaissance des publics les plus éloignés de l'emploi, notamment les décrocheurs et cetera. Peut-être qu'il pourra y avoir des éléments, sur cette visio-là, donc je vous invite à regarder. Alors, vous allez avoir, ce support, l'enregistrement et des annexes, des ressources. Donc là, sur les dernières slides, par exemple, sur la slide suivante, vous avez les ressources, notamment du Carrefour F Occitanie. La veille emploi formation avec, un abonnement à la veille hebdomadaire que vous recevez dans votre boîte mail. Vous avez les flux RSS, dont un flux formation, continue et surtout Calliope, qualité certif région. Vous pouvez vous abonner pour avoir, l'entrée des articles, des liens vers les articles au fur et à mesure et les publications de l'observatoire. Voilà, hein, donc vous abonnez, pour recevoir pareil les actualités, puis les dernières publications sur les titres professionnels, sur, les publics cibles ou l'analyse, des métiers porteurs. Le cabinet Aura aussi vous donnera des éléments, en annexe, dans le support, qu'on vous enverra et beh, je vais pouvoir, conclure tout simplement aujourd'hui. On a débordé un petit peu, mais c'est vrai que le sujet était très intéressant. On est parti sur, 2 méthodes différentes, des exercices pour que vous puissiez vous approprier, le sujet. Alors l'audit de surveillance, l'idée c'est plus vous aurez de matière pour montrer, votre, effort d'amélioration continue, plus derrière, l'auditeur sera réceptif à, concrètement chaque aspect sur chaque indicateur. On est dans une réelle, dynamique et pour cela, je peux aussi, beh, encore une fois, vous inviter à participer aux prochaines animations du Carrefour F Occitanie. Je redonne la main peut-être pour la conclusion à Bruno Fernandez du cabinet Aura et je remercie, tout le monde. Je remercie tout le monde pour votre grande participation aujourd'hui. Voilà et ma conclusion, c'est faites comme si vous deviez être audité chaque jour. Ce qui est d'ailleurs le cas. Vous pouvez être audité à tout moment par un financeur, le Pôle emploi, la région. Faites les choses comme si vous deviez être audité tous les jours. N'attendez pas qu'il y ait un tiers externe qui vient vous dire: «C'est brave, vous êtes brave, ça marche». Non, faites-le, soyez vigilants et vous verrez que ça va rentrer dans les mœurs, ça va devenir pérenne et que ça fera partie de votre quotidienneté. Voilà, faites tout pour ça, faites tout pour ça. Merci et bonne dynamique à tous les participants dans la certification. À très bientôt. Bon après-midi à vous. Au revoir. Au revoir à tous et merci.